Chapitre 1. File du temple, alias Vierge avec un emploi. Si vous vous êtes déjà demandé ce que ça fait de grandir dans un temple dédié à la déesse de l'amour, de la musique, de l'ivresse et de la fabulosité en général, imaginez être élevé par un couvent de tantes à vin pleines de caractère, accro aux encens et avec une tolérance zéro pour les sandales moches. Bienvenue dans la vie de Nefrou. Nefrou, 18 ans, et aussi virginale qu'une amphore scellée de bière sacrée, vivait dans le grand temple d'Hathor, niché dans le cœur animé et trop humide de Thèbes. Le temple était une lettre d'amour architecturale à la fertilité et aux décisions festives douteuses, des colonnes majestueuses sculptées avec des dieux nus, adoptant des poses athlétiques discutables, des plafonds peints comme des champs de lotus sous acide, et l'odeur inconfondable de bois de santal, de sueur et d'ambition. En tant que la plus jeune initiée d'une longue lignée de prêtresses, Nefrou devait maîtriser 3 choses. La danse cérémonielle, qu'elle exécutait avec l'enthousiasme d'un ibis caféiné, la musique sacrée, principalement en frappant des sistres et en faisant semblant d'aimer ça, et la pureté spirituelle, ce qui, à son grand désespoir, signifiait absolument pas de câlin derrière les obélisques. Elle devait aussi chanter des hymnes sur les saints cosmiques d'Hathor chaque matin au lever du soleil. Rien ne dit éveil spirituel comme fredonner « Ô mamelon radieux de l'aube », pendant que votre robe en lin colle à vos aisselles. Malgré les chants quotidiens et l'abstinence forcée, Nefrou n'était pas exactement misérable. Elle avait accès au vin de mangue, aux sandales douces et à un siège au premier rang pour chaque scandale à Thèbes. Mais au fond d'elle, elle avait des questions dangereuses, du genre à faire lever les sourcils peints des grandes prêtresses si haut qu'elles atteignaient pratiquement l'ascension. Des questions comme « Pourquoi le sexe est-il sacré alors que nous ne pouvons pas en avoir ? Les dieux ont-ils vraiment commencé l'univers avec un acte solo ? Si Hathor aime l'amour, pourquoi déteste-t-elle les câlins ? Le problème, c'était que Nefrou était curieuse. Et dans l'Égypte ancienne, la curiosité ne tuait peut-être pas le chat, mais elle vous valait certainement une réaffectation à la garde des chèvres dans le delta. Un jour, pendant sa tâche quotidienne de remplir les bols de parfums sacrés, un travail qu'elle appelait affectueusement « technicienne divine de Fébrise », Nefrou surprit une conversation entre 2 grandes prêtresses. La grande prêtresse dit que nous pourrions accueillir un érudit en visite le mois prochain, murmura l'une. Un homme, dans le temple d'Hathor ? Qu'est-ce que c'est la fin des temps ? S'exclama l'autre, serrant ses perles, qui, dans ce cas, étaient de vraies perles, probablement pillées à une princesse nubienne. Ce n'est pas n'importe quel homme. C'est un haut initié de Thoth, un scribe, magicien et philosophe. Apparemment, il écrit de la poésie qui fait rougir même les prêtres de l'embaumement. Nefrou faillit laisser tomber son bol d'eau de rose sacrée. Un philosophe ? Dans le temple ? Avec de la poésie ? Ses hormones ont fait une brève danse de célébration. « Camoisette » dit l'une d'elles, faisant rouler le nom comme s'il s'agissait de miel et de scandale. On dit qu'il a convaincu un crocodile de rester célibataire. Cette nuit-là, Nefrou ne pouvait pas dormir. Pas à cause de son insomnie habituelle ou du ronflement terrifiant de sœur Nanufère, dont la respiration nocturne ressemblait à celle d'un hippopotame mourant dans un tunnel à vent, mais à cause d'une pensée. À quoi ressemblerait une conversation avec un homme qui comprenait la poésie divine du corps ? Bien sûr, elle n'avait jamais vraiment parlé à un homme, à part le fils du poissonnier qui l'avait un jour appelé une gazelle bénie par le soleil, avant de vomir sur ses sandales. Ce serait différent. Ce serait intellectuel, spirituel, probablement inapproprié. Le lendemain matin, tout en se maquillant les yeux avec du kohl et en s'exerçant à son « je ne flirte pas, je suis juste un vaisseau mystique de féminité cosmique », Nefrou
réfléchissait à son destin. Si Camoisette était vraiment aussi brillant et pécheur que les murmures le disaient, elle aurait besoin d'un plan. Étape 1. Avoir l'air sage. Pas « je lis du papyrus pour le plaisir », sage, mais « j'ai une fois canalisé un orgasme divin pendant un orage », sage. Étape 2. Poser des questions profondes. Quelque chose comme « Pensez-vous que l'étreinte de Hathor est symbolique de l'espace utérin ou de la transcendance émotionnelle ?» Ou « L'amour est-il une renaissance cosmique ou juste une respiration moite avec un contact visuel ?» Étape 3. Essayez de ne pas vous évanouir. Bien sûr, tous ces plans furent immédiatement déraillés lorsqu'elle renversa accidentellement du miel sacré sur sa robe pendant les offrandes matinales, glissa sur la perruque d'une prêtresse et renversa un autel dédié à la fertilité. La seule chose plus ironique que la scène était le fait qu'elle se termine avec elle, atterrissant face contre terre dans une pile de laitue, le légume sacré de Mine symbolisant l'enthousiasme viril. La déesse envoie des signes, murmura l'un des acolytes plus âgés, aidant Néfrou à se relever. Oui, grogna Néfrou, crachant des feuilles, et apparemment elle veut que je fasse une salade. Plus tard dans la semaine, la nouvelle est arrivée. Le savant arrivait. Le temple fut plongé dans la frénésie. Les rideaux étaient lavés, encens stocké. La grande prêtresse ordonna un décatage complet du sanctuaire, non pas parce que les chats n'étaient pas sacrés, mais parce qu'ils continuaient à uriner sur les rouleaux. On dit à Néfru qu'elle ferait partie de ceux qui accueilleraient l'invité. Il doit voir la jeunesse vibrante du temple, déclara la grande prêtresse, ce que Néfru traduisit par « Montre-lui que tu as encore des dents et la volonté de feindre un sourire. » Quand le jour arriva, Néfrou se tenait avec 3 autres filles, toutes posant comme des statues vivantes de douce séduction. Elle essayait de paraître sereine, mais ressemblait surtout à quelqu'un qui avait besoin d'éternuer tout en retenant un pet. Et puis, il est arrivé. Grand, revêtu de lin bleu foncé brodé d'encre argentée, des yeux comme des gribouillis de minuit, cheveux tressés avec des perles qui tintaient quand il se retournait, des lèvres qui semblaient prononcer des mots interdits et embrasser des idées encore plus interdites. Kamwaset. Il s'inclina. Elle s'inclina. Il dit « Salutations, fille de Hathor ». Néfru dit « Et ainsi, le destin commença, avec grâce, élégance et un grognement maladroit de désir réprimé. Chapitre 2. L'homme au rouleau, et peut-être un complexe. Si Thèbes avait des potins, le temple d'Hathor avait des courses de relais de scandale dignes des Jeux olympiques. Au moment où Kamwaset franchit le seuil du temple, la moitié de la ville croyait qu'il était soit un prophète divin, soit un sorcier avec un serpent de compagnie, soit le fantôme d'un eunuque déshonoré, revenu hanter les vivants avec de la poésie séduisante. La vérité, il était surprenante normal, alarmant vraiment. Kamwaset portait des robes teintées d'un indigo si profond que même le Nil aurait rougi. Ses sandales étaient en cuir sculpté avec un indice de suffisance de 9 œillets au sein. Il portait des rouleaux, beaucoup de rouleaux, certains si vieux qu'ils semblaient prêts à prendre leur retraite. Sa présence était comme de la cannelle, intense, mystérieuse et vaguement susceptible de provoquer un incendie. Il fut escorté dans la salle des échos, une chambre conçue spécifiquement pour que tout le monde ait l'air de donner des discours dramatiques en permanence. Même les éternuements résonnaient comme des réflexions philosophiques. La grande prêtresse,
dont l'eyeliner pouvait tailler le calcaire, l'accueillit avec une révérence et la bénédiction officielle du temple. Que la joie d'Hathor vibre dans vos entrailles. Kamwaset cligna lentement. Et à travers la vôtre, madame. Les prêtresses s'enflammèrent collectivement. Néfru, quant à elle, se cachait derrière un pilier, feignant d'épousseter les tétons d'une statue. Elle avait passé toute la matinée à débattre sur quelle tunique en lin disait « érudite mais respirante » et avait finalement opté pour celle qui ne piquait pas et ne sentait pas les vieux dattes. Maintenant, alors que la voix de Kamwaset emplissait la chambre comme un thé de papyrus chaud, elle se sentait intriguée, alarmée, légèrement gazeux. Plus tard dans la soirée, les prêtresses ont organisé un banquet de bienvenue de l'harmonie sensuelle, ce qui, en égyptien ancien, signifiait « apportez votre meilleur vin et faites semblant de ne pas essayer d'impressionner l'invité sexy ». Le banquet comprenait canard rôti farci à la grenade et au mauvais choix de vie, racines de lotus au miel, statue aphrodisiaque, hautement discutable. Assez de vin de mangue pour noyer un hippopotame. Musique interprétée par un trio de harpistes aveugles qui ne connaissaient qu'une seule chanson. Ballade de la soirée perpétuellement longue. Néfrou avait été assignée à servir le vin. Elle s'entraîna à verser lentement et à lever les sourcils de manière séduisante jusqu'à ce que son visage se crispe. Lorsqu'elle s'approcha de Kamwaset, il leva les yeux de son rouleau avec une expression d'épuisement amusé, comme si elle était la 9e pyramide qu'il avait escaladée ce jour-là. « Que ta coupe ne se vide jamais, » dit-elle, versant avec toute la grâce de quelqu'un qui essaie de ne pas renverser sur un philosophe. « Et que ta main ne tremble jamais, » répondit-il, attrapant une goutte en plein vol avec le bout du doigt. Lisse, d'une douceur exaspérante. Ils se sont croisés du regard. Son âme eut un hoquet. « Est-il vrai que vous avez débattu un crocodile jusqu'à le convaincre de rester célibataire ?» lâcha-t-elle. Il marqua une pause. Seulement en partie. Le crocodile avait des problèmes d'intimité. Elle renifla. Fortement, comme un chameau effrayé. Il sourit. Néfru passa le reste du banquet à se demander si Hathor approuvait la flirtation sur la volaille sacrificielle. Probablement, décida-t-elle. La déesse s'est une fois enivrée et a embrassé une statue, selon le rouleau du temple 42B. Le lendemain, elle fut convoquée. « Vous assisterez le savant pendant son séjour ici, » annonça la grande prêtresse. Vos tâches incluent la transcription de rouleaux, la préparation de l'encre et ne pas le séduire. Compris, mentit Néfrou. Ainsi commença le stage le plus étrange de Thèbes. Leur première rencontre eut lieu dans le scriptorium, une pièce calme et ensoleillée qui sentait le papyrus, l'ambition et une légère moisissure. Kamwaset était déjà assis, entouré de rouleaux, de pots d'encre et d'un nombre déraisonnable de marque-pages. « Assieds-toi, » dit-il sans lever les yeux. Elle s'assit. « Tu lis l'égyptien moyen, l'égyptien tardif et les glyphes d'incantation. Je lis aussi des poèmes d'amour et des malédictions en colère griffonnée sur des éclats de poterie. » Il a souri sans sourire. « Utile. Nous commencerons par celui-ci. C'est un hymne à Hathor déguisé en érotisme, déguisé en astronomie. Le rouleau était intitulé « Sur les mouvements des corps célestes et des hanches ». Elle lut, à voix haute. Son orbite, elliptique, défie la logique. Une comète brûlant à travers le lin. Ses cuisses, obélisque double pointant vers la géométrie sacrée. Elle s'arrêta, regarda en haut. Est-ce même légal? Seulement dans 3 noms
et un village très progressiste, répondit-il. Ils ont travaillé pendant des heures, traduisant des métaphores en révélations métaphysiques, décomposant les doubles sens de lumière stellaire pénétrante et constellations humides. C'était éducatif. À la fin de la semaine, Néfrou avait appris. Kamwasset était brillant. Kamwasset était profondément agaçante dans un « s'il te plaît, récite plus de connaissances interdites pendant que je déteste à quel point je t'aime » genre de manière. Elle pourrait avoir des ennuis. Le 6e jour, alors qu'il révisait un hymne impliquant du miel sacré et la géométrie du désir, Kamwasset leva les yeux et dit « Tu poses des questions dangereuses. Comme quoi? Comme si l'amour est divin ou juste, de la biologie très bien commercialisée. » Elle sourit. « Et quelle est ta réponse ?» Il n'a pas cligné des yeux. « Pourquoi pas les deux ?» Cette nuit-là, Néfru s'assit sous un palmier dattier, regardant les étoiles cligner de l'œil comme des divinités espiègles. Les rouleaux déverrouillaient non seulement la connaissance, mais aussi elle, ses pensées, ses questions, son corps. Et peut-être, juste peut-être, son destin n'était pas de rester une archiviste vierge de poésie sacrée des tétons, mais quelque chose de bien plus dangereux. Une chercheuse. Chapitre 3. Miel, hanches et hiéroglyphes. Thèbes était en fleurs. Pas de manière poétique et romantique, mais de manière littérale, provoquant des allergies. Le pollen recouvrait la ville comme un ex-jaloux. Il était partout, difficile à enlever, et rendait tout le monde renifleur et irritable. Pourtant, même à travers les éternuements et les frottements d'yeux, Néfrou était dans un état d'éveil spirituel totalement inapproprié. Chaque jour avec Kamwasset apportait de nouveaux rouleaux, de nouvelles métaphores et de nouvelles façons de remettre en question son vœu de célibat sans techniquement le rompre. Il traduisait des hymnes, disséquait des malédictions d'amour, et une fois, ils ont passé 1 heure entière à débattre pour savoir si un certain hiéroglyphe signifiait utérus ou maison humide des miracles. Spoiler, cela signifiait les deux. L'Égyptien ancien n'était rien si ce n'est profondément engagé dans l'insinuation. Kamwasset restait alarmant de calme, même si Néfrou oscillait entre la révélation philosophique et la crise hormonale à part entière. Il portait sa sagesse comme une cape, son esprit comme une dague, et son autosatisfaction comme un kilt parfaitement taillé. Un après-midi particulièrement torride, alors que le scriptorium fondait sous le soleil implacable, Kamwasset déroula un rouleau avec une telle gravité que Néfrou se prépara à quelque chose de monumental. « Ceci, annonça-t-il, est le papyrus érotique de Turin. » Néfru cligna des yeux. « Tu veux dire le rouleau? Celui qu'ils gardent enfermé dans une boîte derrière 3 chats maudits et un prêtre avec une monosourcil ?» Il hocha la tête solennellement. « Indeed. » Elle se pencha plus près. Le papyrus était vieux, effiloché et sans vergogne. Les illustrations étaient détaillées, très détaillées. Des positions qu'elle ne pouvait pas nommer. Des exploits acrobatiques défiant la gravité, la modestie et la plupart des os pelviens. Néfru fixait. Cette femme tient-elle une amphore et un homme en même temps? Oui, on appelle ça le multitâche. Elle marqua une pause. C'est légal? Seulement si la lune décroît et que tout le monde signe un rouleau de consentement enthousiaste. Ils ont tous les deux ri. Cela résonnait trop fort. Ils s'arrêtèrent tous les deux. Leurs mains se frôlèrent. Un scarabée courut à travers le sol. La tension se brisa. « Ce papyrus, dit Kamwasset, les yeux toujours rivés sur les siens, n'était pas destiné à exciter. C'était de la satire. » Néfru haussait un sourcil. « Bien sûr, et je lis ces rouleaux pour les articles. » « Non, vraiment. L'exagération,
L'absurdité, c'était censé nous rappeler que le sexe, comme toutes les choses sacrées, est aussi ridicule. Elle cligna des yeux. Tu es en train de me dire que les prêtres anciens avaient un sens de l'humour à ce sujet. Les dieux ont créé le chaos et l'harmonie, n'est-ce pas? Parfois, en même temps. Néfru réfléchit à cela, puis, avec un sourire à peine contenu. Donc tu dis que c'est divin de rire des trucs de derrière? Kamwaset ne répondit pas. Il a simplement souri. Quelques jours plus tard, le temple tenait le festival d'Hathor, la seule nuit de l'année où l'inhibition n'était pas seulement autorisée, mais obligatoire. Imaginez Mardi Gras mêlé à un séminaire sur la fertilité divine. Le temple débordait de danseurs, de prêtres en couronne de fleurs, de chats-ivres et d'un chameau confus qui s'était retrouvé dans la cave à vin par je ne sais quel miracle. Néfru n'était pas autorisé à participer à la procession publique, une histoire de probation sacrée après cet incident malheureux avec la laitue, mais elle était autorisée à servir dans la chambre intérieure. Il suffit de garder les bougies allumées et pas de lécher les statues sacrées, avait dit la grande prêtresse. Nous en avons déjà parlé. Néfru hocha la tête solennellement, puis lécha rien. Surtout. Mais Kamwaset était là. Il portait de l'or. Tellement d'or, absurde et inutile. Bracelet, manchette, un collier large ridicule qui lui donnait l'air d'un paon hiéroglyphique. Elle a failli y rire, jusqu'à ce qu'il croise son regard, et ne détourna pas le regard. Plus tard, lorsque la chambre intérieure se calma et que seul le bourdonnement des chants persistait dans l'air, Néfru se retrouva seul avec lui, sous un plafond peint d'étoiles. Il murmura « Veux-tu connaître la plus ancienne forme de culte ?» Elle murmura en retour « Si cela implique que ta robe reste, probablement pas. » Il a ri. « Non. La forme de vénération la plus ancienne est le souffle, partagé, intentionnel. » Elle s'approcha. Comme une prière, il hocha la tête. Ou le désir. Leurs fronts se touchèrent. Les étoiles au plafond semblaient se déplacer. Et c'était tout. Pas de baiser, pas de rituels anciens impliquant du miel et un éclairage dramatique. Juste respirer, partager. Pourtant, cela ressemblait à 1000 temples s'effondrant dans sa poitrine. Le lendemain matin, elle se réveilla dans sa chambre avec l'envie inexplicable d'écrire de la poésie, de la mauvaise poésie, le genre qui fait fuir les chats. Elle a essayé quand même. Ton nom est un glyphe gravé à l'intérieur de mes côtes. Tu es le rouleau que je n'ose pas lire, mais que je ne peux pas brûler. Mes genoux sont fatigués de faire semblant de ne pas penser au tien. Sœur Nanoufer l'a lu. Elle a ri si fort qu'elle s'est étouffée avec son gâteau aux dattes. « Tu es vraiment mal barré, » haleta-t-elle. « Tu es à un éternuement sacré de lui demander de hiéroglyphier ton nom sur sa poitrine. » Néfru lui lança une sandale. Raté, frappe un chat. Le chat n'était pas impressionné. Puis, comme le destin le fait souvent, tout a dérapé. Tout a commencé avec un rouleau. Un rouleau que Néfru n'était pas censé ouvrir. Un rouleau marqué à l'encre rouge, pour des yeux capables de supporter la vérité. Naturellement, elle l'a ouvert. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ce qu'elle a trouvé n'était pas juste un poème. C'était un rituel d'union. Corps et âme, esprit et matière, conçu pour deux. Signé en bas, à jouer uniquement par ceux qui comprennent que l'amour n'est pas sûr. Néfru l'a lu 2 fois. Alors, elle a su. Le prochain chapitre de sa vie ne serait pas tranquille. Chapitre 4. Laitue, désir et grande évasion.
Le jour où Néfru décida d'abandonner le célibat, Thèbes était exceptionnellement humide. Pas métaphoriquement, littéralement. Toute la ville avait l'ambiance d'une aisselle humide enveloppée de soie. Les grenouilles chantaient des ballades d'amour dans les canaux d'irrigation. Les pigeons s'accouplaient avec la ferveur des stars de soap opéra. Même les chats sacrés étaient scandaleusement irascibles. Néfru se réveilla avec une étrange certitude dans le ventre. Soit le destin l'appelait, soit le ragoût de poisson au miel de la nuit précédente organisait une rébellion. Elle s'habilla avec la solennité d'une mariée et l'absurde superposition d'une femme sur le point de commettre plusieurs crimes de passion. Sa robe était d'un blanc innocent. Ses yeux, noirs traîtres. Elle glissa le rouleau interdit sous sa ceinture, à côté d'une figue de secours et d'un sachet parfumé étiqueté. À ne pas utiliser, sauf si vous prenez de très mauvaises décisions. Khamwaset la retrouva près de la statue de Bès, le dieu de l'accouchement, du plaisir et du sens comique. Bès semblait rire. « Es-tu prête ?» demanda-t-il. « Pour la connaissance, » dit-elle avec une grande dignité. Il haussait un sourcil. « Pour la connaissance, bien sûr. » Ils se faufilèrent dans le Saint des Saints. Normalement réservé aux grands rituels et aux excuses publiques maladroites à Hathor, impliquant généralement des chèvres, ce soir, il était vide, éclairé seulement à la lueur des bougies et par le léger bourdonnement de la malice divine. Néfru déplia le rouleau sur l'autel d'albâtre. Les instructions rituelles étaient claires, graphiques et légèrement poétiques. Étape 1. Alignez votre respiration. Étape 2. Récitez l'hymne de l'union, des strophes 1 à 5. Évitez la 6e strophe, à moins d'avoir des hanches solides. Étape 3. Oindre avec de l'huile sacrée. Attention, inflammable. Étape 4. Fusionner. Ils l'ont suivi. Surtout, le travail de respiration les a rendus étourdis. Les hymnes les ont fait rire. L'huile s'est répandue partout. Et la fusion. Disons simplement qu'Hathor aurait attribué des points pour la créativité, mais en aurait déduit quelques-uns pour la posture. Ensuite, ils restèrent entrelacés comme deux hiéroglyphes vaincus. Néfru fixait le plafond, qui présentait une représentation étrangement agressive d'une vache donnant naissance au soleil. « Sa panx était instructif, allaita-t-elle. Vraiment éclairant, acquiesça Khamwaset. Je me sens plus proche des dieux, et aussi en grand besoin d'eau. Cela aurait dû être la fin. Un beau souvenir scellé dans l'huile et le lin chuchotant. Mais le destin en avait décidé autrement. Ils furent découverts. Spécifiquement par sœur Nanoufer, qui est entrée en portant un plateau de figues, a jeté un coup d'œil à l'autel et a dit « Par les testicules de mine, que diable se passe-t-il ici ?» Khamwaset s'élança comme un ibis effrayé. Néfru essaya d'expliquer, mais glissa dans l'huile, cria, renversa une torche et mit accidentellement le feu à un rideau brodé des 42 confessions de Ma'at. Le matin, Néfru était en probation au temple. Encore. « Tu as profané l'autel » hurla la grande prêtresse. « Techniquement, je l'ai oint. Avec pointe ma présence. Tu as séduit un érudit. Je suis assez sûr que c'était une exploration spirituelle mutuelle. Tu as mis le feu aux confessions. Ils étaient trop critiques de toute façon. Elle a été bannie du sanctuaire intérieur. Encore, affectée au jardin du temple. Encore, spécifiquement, la section où il cultivait de la laitue sacrée. Que cela soit une leçon, déclara la grande prêtresse. Tu t'occuperas du symbole de la fertilité masculine jusqu'à ce que tes propres désirs se fanent comme des concombres non arrosés. Néfru ne le disait pas, mais elle le savait. Ses désirs n'étaient pas seulement arrosés, ils étaient positivement irrigués.
Les jours passèrent. Kamwaset disparut. Les rumeurs disaient qu'il s'était enfui à Memphis, ou être devenu un eunuque en signe de protestation, ou transformé en faucon et s'envoler de honte. Personne ne savait. Pendant ce temps, Néfrou jardinait. La laitue a poussé, et a continué de pousser, et grandit. Grande, fière, troublante, suggestive. Puis son corps l'a trahie. Elle a vomi dans un buisson de grenadiers sacrés. 3 jours plus tard, elle recommença. 5 jours plus tard, une sage-femme curieuse du temple nommée Méripta la regarda, plissa les yeux et dit « Tu es soit sur le point de renaître en grenouille, soit tu es enceinte. » Un test de grossesse à base de graines d'orge, la science ancienne dans toute sa bizarrerie, l'a confirmé. « Félicitations, dit Méripta. Vous êtes sur le point de devenir une histoire de mise en garde divine. » La grande prêtresse perdit le peu de sourcils qu'il lui restait. « Dehors! Dehors du temple! Vous avez tout souillé !»« Pas tout, » murmura Néfrou. « La statue de Sekhmet est encore intacte. Pour l'instant. Et donc, avec un paquet de biens, une miche de pain et un chat qui refusait de la quitter, Néfrou partit, dans le désert, en exil, vers la maternité, et peut-être dans la version la plus inattendue d'elle-même. Chapitre 5. Ventre, malheur et une jeune fille, errante. Néfru ne supportait pas bien l'exil. D'une part, le désert était chaud. Pas la chaleur coquette et séduisante des festivals d'été, mais la chaleur furieuse qui vous gifle au visage, celle qui faisait même regretter aux dieux de ne pas avoir inventé les shorts. Le sable était partout, dans ses sandales, ses robes, ses métaphores. Elle erra pendant 2 jours, avec rien d'autre qu'une besace de pain de temple volé, un chat sarcastique et un profond, implacable sentiment de « qu'est-ce que je fous, bon sang ?» Finalement, elle tomba sur un village trop petit pour figurer sur n'importe quelle carte officielle et trop curieux pour ignorer une femme mystérieusement enceinte murmurant à propos de laitue sacrée. Elle s'effondra devant une hutte en argile et fut rapidement adoptée par une vieille sage-femme terriblement efficace nommée Méripta. Oui, cette Méripta, celle qui avait diagnostiqué sa grossesse avec de l'orge et une attitude. « Eh bien, dit Méripta, la regardant comme une chèvre décidant de charger ou non, soit tu es la pire missionnaire de tous les temps, soit la déesse la plus confuse que j'ai vue depuis des années. Néfru croissa, j'ai des complications divines. Tu as des brûlures d'estomac, entre. » Ainsi commença la vie en exil de Néfrou, non pas dans une solitude glorieuse ou une souffrance dramatique, mais dans une hutte sentant la chèvre, avec une fenêtre fonctionnelle et un colocataire qui ronflait comme un tremblement de terre. La grossesse n'était pas ce qu'elle avait imaginé. Elle s'attendait à des visions mystiques, des rêves divins, peut-être une expérience de flottement immaculé. Ce qu'elle a eu, ce sont des chevilles enflées, des envies d'yeux de poisson et des leçons quotidiennes de Méripta sur le miracle des vergetures. Ton utérus est un temple, déclarait souvent Méripta, les mains sur les hanches, un temple très en colère, qui fuit et qui juge. Malgré tout, Néfru commença à ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. La paix. Surtout parce qu'elle était trop fatiguée pour se disputer. Elle a aussi appris des choses utiles. Comment préparer des infusions qui apaisent les nausées et font avouer les maris leurs infidélités. Comment assister les accouchements sans s'évanouir. Première étape. Ne pas regarder directement quoi que ce soit. Comment menacer les hommes de les faire écouter en tenant un placenta. Elle n'était plus seulement une prêtresse déchue. Elle était quelque chose d'autre, quelque chose entre guérisseur et menace.
La nouvelle s'est répandue. Les femmes sont venues. Des fermes, des caravanes, des villes. Des femmes à qui on avait dit que leurs corps étaient pécheurs, fuyants ou trop bruyants. Des femmes qui avaient besoin d'aide, de guérison ou de quelqu'un pour crier sur leur mari. On l'appelait la demi-prêtresse. Cela ne la dérangeait pas. Puis un jour, alors qu'elle préparait une potion pour les hémorroïdes, un étranger est arrivé. Grand pointe capuché, poussiéreux, sentait les secrets et le regret. Néphru plissa les yeux. « Est-ce que je te connais, ou est-ce que tu ressembles juste à la déception d'un rouleau de romance ?» Il souleva sa capuche. Camoisette. Cicatrisé, pâle, fatigué. Mais lui, « Tu es en vie » souffla-t-elle. « Je suis souvent comme ça, gênant. » Elle voulait le frapper. Elle voulait l'embrasser. Elle voulait lui demander pourquoi il était parti, comment il l'avait trouvé, et s'il avait toujours le rouleau sur les métaphores des obélisques. Au lieu de cela, elle dit « Tu as raté le miracle du vomissement sacré. » Il s'approcha. « J'ai entendu. À propos de l'exil. » L'enfant, le scandale de la laitue. N'oublie pas l'incendie des rideaux. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Silence. Il tendit la main vers elle. Elle le laissa faire. Méripta entra en tenant un pot de scorpion mariné. Si vous allez rattraper le temps perdu, faites-le en silence. Les chèvres dorment. Ils rougirent tous les deux. Fort. Les semaines passèrent. Camoisette est resté. Il n'a pas essayé de la réparer. Ou sa vie. Il a juste aidé. Nettoyer les bandages. Raconte des histoires avant de dormir. Cuisiner mal. Une nuit, ils s'assirent à regarder les étoiles. « Je pense qu'Hathor a planifié cela, » dit Néphru. « Quoi, ton exil ?»« Non. Le scorpion dans ma soupe hier. Définitivement une punition divine. » Il a ri doucement, puis il devint sérieux. « Veux-tu revenir? Au temple ?» Elle pensa. « Non, je veux construire autre chose. Pas un autre temple, un foyer, un endroit pour les femmes. Pas seulement des prêtresses, des vraies femmes, des bruyantes, des douces, des confuses, même celles qui reniflent quand elles rient. » Il sourit. « Je connais une maison en ruine près de la rivière. Elle a de bonnes fondations et des fantômes douteux. »« Parfait, » murmura-t-elle, et ainsi ils commencèrent. Une pierre, un rouleau, un remède à base de plantes scandaleux à la fois. Chapitre 6. La femme sans temple, mais avec tout le drame. La maison près de la rivière avait ce que les habitants appelaient du caractère, ce qui était une façon polie en égyptien ancien de dire maudite, grinçante et probablement pleine de grand-mère morte. Elle penchait légèrement vers la gauche. La porte gémissait en s'ouvrant, comme si elle avait des regrets. Il y avait un nid de guêpes de la taille de l'ego d'un prêtre dans le toit, et un coin de la pièce principale semblait éternellement humide, malgré le fait qu'elle se trouvait en plein désert. Néphru adorait cet endroit. Il l'appelait la maison des ex de Hathor. Officiellement, c'était censé être la maison de la guérison, mais après que la nouvelle ait circulé que Néphru donnait des conseils relationnels, faisait renaître des sages-femmes traumatisées et avait une fois frappé un mari infidèle avec une oie, le surnom est resté. Et ce n'était pas faux. La maison devint un aimant. Des femmes arrivaient chaque jour. Certaines avec des pieds endoloris, d'autres avec le cœur brisé, d'autres encore avec des rouleaux de poésie non sollicités écrits par des ex-amants. Il y avait des veuves, des tisseuses, des danseuses, et au moins une femme qui prétendait être à moitié chatte. Néphru ne posait pas de questions.
Elle préparait simplement du thé, offrait un abri et criait parfois aux hommes depuis le porche. Camouasset, que Dieu le bénisse, essayait de suivre. Il réparait des choses. Mal et il traduisait des rouleaux. Il tenait les bébés comme s'ils étaient à la fois sacrés et potentiellement explosifs. Et il cuisinait. Ce ragoût a le goût du papyrus et des excuses, commenta joyeusement un invité. Il essaie, répondit Néfrou. Nous n'insultons pas les hommes qui essaient, seulement ceux qui pensent avoir essayé. Parfois, quand la maison était calme, ce qui signifiait moins de 5 chèvres à l'intérieur, ils s'asseyaient ensemble sous les étoiles, sa main sur son ventre qui s'arrondissait, la sienne sur un rouleau qu'il ne finirait jamais d'écrire. Nous devrions donner à l'enfant un nom normal, dit Néfrou une nuit. Comme quoi? Comme quoi? Pas obélisque, ou métaphore divine. Tu me blesses, et rien qui rime avec phallus. Tu me limites. Mais c'était bien. C'était étrange, désordonné et bruyant, mais c'était le sien. Puis, bien sûr, la grande prêtresse est revenue. Elle est arrivée comme une tempête de sable avec du eyeliner, furieuse, trop habillée, et flanquée de 2 gardes très en sueur. « Toi, dit-elle, en pointant Néfru comme une accusation enveloppée de paillettes. « Moi, répondit Néfru, tenant un chevreau. Tu as ouvert un temple non autorisé. Ce n'est pas un temple, c'est une maison, avec des biscuits. Tu corromps les femmes. Je leur rends leur corps. Tu préfères juste qu'elles soient silencieuses et saintes. Tu es dangereux. Enfin, nous sommes d'accord sur quelque chose. » Il y eut une pause. Puis la grande prêtresse dit quelque chose d'inattendu. « Le pharaon veut te voir. » « Le pharaon sait que j'existe ? » ?»« Le pharaon sait que j'existe. » Apparemment, ton attaque de loi a été mentionnée dans un rouleau d'État. Apparemment, ton attaque de loi a fait son chemin jusqu'à un rouleau d'État. Alors, 3 jours plus tard, Néfru se retrouva à Wadler dans un palais, enceinte de 7 mois, flanquée d'un philosophe aux compétences culinaires douteuses et suivi d'une chèvre. Le nouveau pharaon était jeune, à peine plus vieux qu'elle ne l'avait été lorsqu'elle avait juré de ne plus toucher les avant-bras des hommes. Il l'observa longuement. « Tu as déjà chanté sur des mamelons divins. » C'était un boulot. « Tu as brûlé les rideaux du temple. Elles étaient moches. Tu as giflé un diplomate avec un pain plat. Il l'a bien mérité. » Puis il a souri. « Je veux ce que tu as construit. » « J'en veux 10. À travers l'Égypte. » Néfru cligna des yeux. 10 maisons avec des chèvres et des femmes émotionnellement instables. 10 maisons avec des chèvres et des femmes émotionnellement instables. 10 endroits où les femmes peuvent être entendues. 10 endroits où les femmes peuvent être entendues. Soyez guéris. Soyez saints sans être silencieux. Elle s'assit lourdement. Ou s'effondra. Difficile à dire. « D'accord, dit-elle. Mais je veux du financement, de la liberté, et le droit d'interdire la poésie à quiconque possède plus de 5 anneaux. Donne. » Et ainsi, Néfru ne devint pas seulement une guérisseuse, une hérétique ou une légende alimentée par les hormones. Elle est devenue une fondatrice. La femme sans temple, parce qu'elle en a construit un. Chapitre 7. Le pharaon, loi et le réseau de la déesse. Néfru avait officiellement monté en niveau, de prêtresse expulsée à ennemi public, puis fondatrice d'un empire de guérison féminine semi-légitime et légèrement hérétique, soutenu par le pharaon lui-même. Si les dieux regardaient, ils étaient soit très impressionnés, soit complètement ivres. La construction de la première maison officielle des ex de Hathor, rebaptisée à contre-cœur Sanctuaire de Soie et de Sas, a commencé avec une équipe de bénévoles qui n'avaient clairement aucune idée de ce qu'ils faisaient,
mais apportait des collations. Financement. Assuré plan. Dessiné dans le sable par une femme qui concevait des tombes et qui conçoit maintenant des cliniques féministes radicales. Vision spirituelle, forte. Peut-être hormonale. Néfru supervisait tout. Elle choisissait les carreaux. Elle bénissait les jarres d'eau. Elle interdisait l'utilisation de l'expression « vaisseau utérin » à moins que ce ne soit dans le cadre d'une insulte. Et les gens sont venus. Encore. Des femmes venues des villes, des déserts, des oasis, même une dame au look royal avec un char et un garde du corps qui murmurait sans cesse « Vous ne m'avez pas vu ». Il y avait des cercles de massage, des cercles de chant, des formations de sages-femmes, des apprentissages d'herboristes, des cris rituels occasionnels. Même le pharaon est venu, 2 fois. La première fois, il a essayé d'entrer dans le sauna sacré. 5 femmes nues ont crié en chœur « Pas de pharaon dans la vapeur ! Pas de pharaon dans la vapeur !» Il a fui. La deuxième fois, il a apporté des biscuits et une liste de questions intitulée « Qu'est-ce qu'un oracle clitoridien et en ai-je besoin pour le palais ?» Qu'est-ce qu'un oracle clitoridien et ai-je besoin d'un pour le palais? Néfru a répondu avec un panier cadeau de savon Yoni et un dépliant intitulé « Lisez ceci avant de toucher qui que ce soit ». La nouvelle s'est répandue. Bientôt, il y eut des murmures au sujet d'un réseau de déesses. Les villes commencèrent à demander leur propre sanctuaire. Un village envoya un chameau chargé d'or et une lettre disant « Veuillez réparer nos épouses ». Elles sont devenues extrêmement opiniâtres. Néfru a renvoyé une lettre disant « Bien ». Pendant ce temps, Camoisette est devenu une sorte de célébrité à part entière, principalement parce qu'il a accidentellement publié un rouleau intitulé « Position sacrée, géométrie pour amants et astronomes », qui est devenu un best-seller clandestin. Il a essayé de nier l'auteur, jusqu'à ce que Néfru le surprenne en train de signer la cuisse de quelqu'un. La nuit, lorsque le travail était terminé et que les bougies brûlaient faiblement, Néfru s'asseyait souvent dans son jardin, un endroit rempli de menthe parfumée, de chats rebelles et d'un canard occasionnel. Elle regardait son fils jouer avec les autres enfants. Elle siroterait du thé, et elle se souviendrait. Pas avec tristesse, avec une sorte de fierté absurde. Elle avait été une fille du temple avec des questions, une académique sensuelle, un criminel de la laitue, un anarchiste qui se dandine, un fondateur. Et maintenant, elle était la femme que les pharaons consultaient et que les commérages redoutaient. Elle était le début de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Chapitre 8. Chant de sas et snacks éternels. Cela s'est produit en silence. Néfru s'est éteinte dans son sommeil après une journée bien remplie à donner des leçons à 3 sages-femmes, à sauver un chat d'un panier de dattes cérémonielles et à accoucher elle-même des jumeaux en criant « Poussez comme si Hathor voyait !» Elle est morte avec du khôl sur les yeux, un sourire narquois sur le visage et un gâteau au miel à moitié mangé dans la main. Le lendemain matin, tout le sanctuaire tomba dans un silence stupéfait, suivi de pleurs, suivi d'un deuil bruyant et en colère, suivi d'une danse interprétative dramatique impliquant des tambourins et une chèvre de sacrifice peinte en or. Parce que si Néfru leur a appris quelque chose, c'était « le chagrin doit être aussi bruyant que la joie ». Son fils, maintenant un adolescent dégingandé, avec trop de cheveux et trop d'opinions, a trouvé sa lettre. « Mon cher fauteur de troubles, si tu lis ceci, c'est que soit j'ai ascensionné au chant des roseaux,
soit j'ai enfin perdu un combat contre cette étagère maudite. Quoi qu'il en soit, souviens-toi, aime-toi d'abord. Ne fais jamais confiance à un homme qui cite de la poésie pendant la saison des impôts. Le clitoris n'est pas un mythe. Construisez ce qui compte, détruis ce qui ne compte pas. Et si jamais tu doutes de ta valeur, souviens-toi, tu viens de moi, et j'étais glorieux. Maintenant, va mettre le feu à quelque chose, au sens figuré, à moins que tu n'aies un permis. Avec amour, maman, grande prêtresse de la Sasse, oracle du bon sens, chuchoteuse de canards. La nation était en deuil. Même le pharaon envoya une couronne faite de figues et de scribes féminines. Mais Néfrou ne disparut pas. Oh non! Parce que 3 nuits plus tard, elle est apparue dans un rêve. Kamwaset faisait une sieste dans la cour quand il entendit sa voix. « Lève-toi, boule de peluche sentimentale. » Elle se tenait devant lui, radieuse, translucide et légèrement agacée. « Est-ce que c'est l'au-delà » demanda-t-il. Elle regarda autour d'elle. « Non. Tu n'es pas encore assez mort et où sont les tables de snacks? Es-tu heureux ?» Elle marqua une pause, sourit. « Le chant des jonques est ennuyeux, chérie. Alors j'ai fait quelques changements. » Elle lui montra. Il y avait des hamacs. Il y avait des chats. Il y avait des plateaux infinis de gâteaux au miel. Il y avait une chorale entièrement féminine qui ne chantait que des chansons de rupture émancipatrice. Et au centre, un sanctuaire doré où les femmes se reposaient, guérissaient et riaient sans honte ni chaussures. Il s'avère, dit-elle, que le paradis avait besoin d'un peu de caractère. Et puis, elle l'embrassa, pas avec désir, mais avec la promesse de quelque chose d'éternel, irrévérencieux, sacré, bruyant et aimant. Quand Kamwaset se réveilla, il écrivit un dernier rouleau. Ici repose Néfrou, celle qui dansait avec les dieux, disputait avec les prêtres, redéfinissait les temples et construisait le paradis à sa manière. Le sanctuaire du soi et de la réplique a continué pendant des générations. Néfrou est devenue un mythe, un souvenir, une déesse de l'esprit, des ventres et des bons mots. Et quelque part, au-delà du voile de la vie, elle est assise dans son hamac, sirotant du thé, jugeant la mauvaise poésie et murmurant à chaque fille qui a déjà ressenti trop de choses. Soit trop, toujours, la fin, ou peut-être juste le début.